Ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Cet après-midi, la Haute Assemblée se penche à nouveau sur les contrats d'assurance vie non réclamés. Ils pourraient représenter entre 800 millions d'euros et 5 milliards d'euros, selon un cabinet d'expertise spécialisé dans la défense des petits actionnaires. Pour Hervé Maurey, sénateur centriste de l'Eure, il faut donc renforcer les obligations des assureurs de rechercher les bénéficiaires de ces contrats non réclamés. C'est tout le sens de la proposition de loi qu'il a déposée et qui est donc discutée cet après-midi. Bonne séance à tous. La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi relative au contrat d'assurance sur la vie présentée par M. Hervé Maurey. Dans la discussion générale, la parole est à M. Hervé Maurey, auteur de la proposition de loi. Monsieur le Président, Madame la Présidente, pardon, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. L'assurance vie, vous le savez, est le produit préféré des Français en termes d'épargne. Sa popularité ne se dément pas. Près de 12 millions de nos concitoyens avaient, en février 2010, souscrit un contrat d'assurance vie pour un montant total d'1 265 milliards d'euros, c'est-à-dire l'équivalent de 80% du PIB français, de plus de la moitié de l'encours des produits d'épargne longue et davantage que l'ensemble de la capitalisation boursière du CAC 40. Le volume de l'assurance vie ne fait qu'augmenter, puisqu'en 2009, ce sont près de 5 millions de nouveaux contrats qui ont été souscrits, représentant une croissance de l'encours global de 12 à 14% selon les estimations. En 12 ans, l'encours a presque triplé. Une ombre plane toutefois sur ce produit phare de l'épargne française, la question des contrats d'assurance vie non réclamés au décès de l'assuré. Cette question est régulièrement évoquée depuis maintenant près d'une dizaine d'années et elle est tout à fait essentielle car elle touche à la base même de toute relation contractuelle, tout particulièrement dans le domaine de l'épargne, la confiance. Il n'est pas acceptable que des encours soient conservés par les assureurs alors qu'ils devraient être versés aux bénéficiaires des contrats. Ce n'est pas acceptable d'un point de vue éthique, car le doute ne peut pas exister en la matière. Les assurés doivent être certains que les sommes versées iront à leurs destinataires. Ce n'est pas non plus acceptable d'un point de vue économique, car ces sommes seraient plus utiles réinjectées dans l'économie où elles généreraient notamment des recettes fiscales. Le législateur a donc été conduit en 2005 à poser un certain nombre de règles. Tout d'abord, la possibilité pour toute personne physique ou morale de se renseigner auprès de l'AGIRA, organisme créé par cette même loi, de l'éventuelle existence d'une stipulation en sa faveur dans un contrat d'assurance vie souscrit par une personne décédée dès lors qu'elle apporte la preuve de ce décès. Et, sur proposition de notre collègue Yves Détraigne, le principe selon lequel la société d'assurance, dès lors qu'elle est informée du décès de l'assuré et dès lors qu'elle connaît les coordonnées du bénéficiaire du contrat, doit l'en informer. Comment d'ailleurs ne pas s'étonner qu'il ait fallu inscrire dans la loi cette mesure de bon sens qui répond, me semble-t-il, à l'honnêteté la plus élémentaire, prévenir le bénéficiaire du décès de l'assuré et de l'existence d'un contrat en sa faveur. La loi de 2005, si elle constituait un incontestable progrès, était encore insuffisante. Aussi, le législateur a dû se saisir de cette question dès 2007. La loi du 17 décembre 2007, votée à l'unanimité par le Sénat, oblige les assureurs à s'informer de l'éventuel décès des souscripteurs et à rechercher, le cas échéant, les bénéficiaires. Pour accomplir cette mission et savoir si un assuré est vivant ou décédé, la loi a ouvert aux assureurs la possibilité de consulter le répertoire national d'identification des personnes physiques, le fameux RNIPP.
Elle a également autorisé les traitements de données nominatives issues de ce répertoire en vue de rechercher les bénéficiaires. Sans doute stimulés par ce texte, les assureurs se sont alors engagés à consulter ce fichier dès lors que l'assuré est âgé de plus de 90 ans, que l'encours de son contrat est supérieur à 2 000 € et qu'il n'a pas donné de nouvelles depuis 2 ans. Ces avancées ont été incontestablement utiles et positives et il convient de les saluer. Le fait que le fichier Agira 2 ait été consulté plus de 8 millions de fois en un an en atteste et atteste également de l'importance de ce phénomène. Aussi, certains se sont interrogés sur l'utilité de légiférer à nouveau sur cette question. Si j'ai souhaité déposer une proposition de loi, c'est tout simplement parce que je crois le dispositif encore perfectible. La célèbre phrase de Boileau « Hâtez-vous lentement et sans perdre courage, 20 fois sur le métier remettez votre ouvrage, polissez-le sans cesse et le repolissez » semble faite pour ce sujet, tant les réticences rencontrées nécessitent de se hâter lentement, mais de ne pas perdre courage, et de remettre sur le métier l'ouvrage pour le polir et le repolir, de telle sorte à progressivement mettre fin à la situation scandaleuse que constituent les assurances-vie non réclamées. Je crois de surcroît que légiférer efficacement, c'est savoir faire le point régulièrement sur un dispositif pour le faire évoluer et l'améliorer. C'est ce que certains appellent aujourd'hui d'un terme que je n'aime pas beaucoup, même si j'en approuve le principe, la clause de revoyure. J'ajoute qu'à plusieurs reprises, le médiateur de la République, qui soutient notre démarche, a souligné que malgré les évolutions législatives, la situation actuelle n'était pas satisfaisante, les assureurs et les pouvoirs publics, je le cite, ne jouant pas le jeu. L'objet de cette proposition de loi est donc de renforcer les obligations des assureurs en matière de recherche, puisque, comme nous l'avons dit, la loi de 2007 est peu contraignante sur ce principe, et les obligations que les assureurs se sont fixées eux-mêmes sont, me semble-t-il, insuffisantes. Le second objectif de cette proposition de loi, tout aussi important, est d'améliorer la transparence sur la question des contrats d'assurance-vie non réclamés. Votre commission des lois a bien voulu reconnaître l'utilité de cette proposition et je l'en remercie. Je tiens à saluer son travail et tout particulièrement celui de son rapporteur, mon collègue Dominique de Legge. Sa capacité d'écoute, son objectivité et son pragmatisme ont permis de trouver un équilibre satisfaisant. Si la Commission a modifié sensiblement le texte initial, elle a, je la cite, pleinement souscrit à ses objectifs et c'est là l'essentiel. Elle a même été au-delà de ce que je proposais en prévoyant l'obligation pour les assureurs de consulter chaque année le répertoire national d'identification des personnes physiques dès lors que l'encours du contrat est supérieur à 2 000 € et sans plus poser aucune condition relative à l'âge du souscripteur. C'est une avancée considérable par rapport à la situation actuelle et je tiens à la saluer. La commission des lois a également partagé mes objectifs en termes de transparence en prévoyant que les compagnies d'assurance rendent compte chaque année de leurs recherches et que les organismes professionnels publient un bilan de l'application des dispositifs Agira 1 et Agira 2. Sur d'autres aspects, mes propositions ne répondaient sans doute pas au précepte de Boileau, selon lequel il convient de se hâter lentement et nécessiteront peut-être d'être remises sur le métier ultérieurement. Je pense à la question de l'irrévocabilité de la clause bénéficiaire, qui a pour conséquence qu'un certain nombre d'assurés préfèrent ne pas informer les bénéficiaires de l'existence même du contrat pour pouvoir, s'ils le souhaitent, changer librement de bénéficiaire. Je sais que ma collègue Catherine Procaccia avait évoqué ce sujet déjà en 2007. Je pense également à la nécessité de disposer d'un meilleur suivi des assurés tout au long de leur vie, en s'informant sur l'évolution de leur situation familiale et matrimoniale ou sur leur changement d'adresse, car un meilleur suivi permet de connaître plus aisément le décès de l'assuré et d'identifier plus rapidement le bénéficiaire du contrat. À cet égard, il serait important d'être mieux informé sur la question des NPAI,
de leur importance et de leur suivi. Certains assureurs se sont d'ailleurs déjà saisis du sujet. Il serait souhaitable que la profession dans son ensemble prenne des engagements. Conscient de la qualité du travail de votre commission, je n'ai donc pas, avec mon collègue Yves Détraigne et les membres du groupe de l'Union centriste, déposé de nombreux amendements puisque nous n'en avons déposé que 2. Le premier est rédactionnel et vise simplement à préciser les obligations des assureurs en termes d'information sur les démarches qu'ils auront à effectuer en application du dispositif proposé par la proposition de loi. Le second amendement est, lui, un amendement de fond. C'est même un amendement extrêmement important puisqu'il vise à ce que nous connaissions enfin l'ampleur du phénomène des contrats d'assurance vie non réclamés. Vous savez qu'il existe ce que notre rapporteur appelle une zone grise, puisque pour certains, le montant des contrats d'assurance vie s'élèverait à 700 millions d'euros et pour d'autres à 5 milliards. Je dois vous dire que j'ai quelques doutes sur l'estimation fournie par les assureurs, puisque ce chiffre de 700 millions d'euros avait déjà été donné il y a plus de 10 ans. Or, on sait qu'il concernait à l'époque uniquement les assurés de plus de 103 ans, ce qui ne correspond pas tout à fait à l'espérance de vie actuelle, et que, de surcroît, le nombre des encours a presque triplé en 10 ans. La réalité est sans doute, comme pour les manifestations, quelque part entre le chiffre des organisateurs et celui de la préfecture. Le médiateur de la République a pour sa part évoqué plusieurs milliards et jugé cette situation inacceptable. Mais quel que soit le montant réel, il reste trop élevé. Et il n'est pas tolérable que nous soyons dans l'ignorance de l'ampleur du phénomène. C'est pourquoi nous souhaitons, et c'est l'objet de l'amendement du groupe centriste, sortir enfin de l'opacité qui règne sur cette question. Cet amendement que nous présenterons tout à l'heure prévoit que chaque année, l'AGIRA communique le nombre et les encours des contrats non réclamés. Ainsi, nous devrions être enfin réellement informés, et puisque les assureurs ont déclaré dans la presse ne rien avoir à cacher, je ne vois pas ce qui pourrait les gêner. Voilà, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce que je souhaitais vous indiquer en ce début de discussion. J'espère, comme ce fut le cas en 2007, que notre Haute Assemblée sera unanime à voter ce texte. Cette unanimité permettra de manifester avec force notre volonté et notre exigence en termes de protection des épargnants et de leurs héritiers, et également en termes de transparence et de moralisation de notre système financier. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Dominique de Legge, rapporteur de la Commission des lois. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, chers collègues, la proposition de loi d'Hervé Maurey que nous examinons aujourd'hui a pour objectif de réduire le nombre des contrats d'assurance sur la vie en déshérence, c'est-à-dire non réclamés par leurs bénéficiaires après le décès de l'assuré. Il s'agit incontestablement d'un problème dont la solution est délicate à établir de manière satisfaisante. Pour mieux situer l'enjeu, rappelons que les contrats d'assurance vie atteignent un encours de 1 265 milliards en 2010 et leur progression est de l'ordre de 10% par an. Ces 30 millions de contrats représentent 80% du PIB. Il est par définition difficile de connaître le nombre exact des contrats d'assurance vie non réclamés, hors contrats souscrits dans le cadre des emprunts. Selon les estimations et les personnes interrogées, le montant des encours concernés se situerait entre 700 millions et 5 milliards d'euros, somme importante qu'il faut néanmoins rapprocher de l'encours total que j'évoquais à l'instant, 1 265 milliards. Les raisons pour lesquelles un contrat n'est pas réclamé tiennent à des problèmes d'information. L'assureur n'est pas informé du décès de l'assuré, tandis que le bénéficiaire ignore qu'un contrat a été souscrit à son profit, ou encore lorsque l'assureur peine à trouver le bénéficiaire. La loi du 15 décembre 2005 a permis aux assureurs de se regrouper au travers d'un organisme dédié, l'AGIRA, Association pour la gestion des informations relatives aux risques en assurance, afin de créer un guichet unique permettant à toute personne de s'informer de l'existence d'une stipulation
en sa faveur. Agira 1 a reçu 20 000 courriers en 2007, 26 000 en 2009. Depuis sa création, 7 499 contrats ont été détectés pour un encours total de 205 millions. La loi du 17 décembre 2007 est allée plus loin, imposant aux assureurs l'obligation de s'informer sur le décès éventuel de l'assuré, leur donnant la capacité juridique et technique de procéder à cette vérification après l'accès au répertoire national d'identification des personnes physiques. C'est le dispositif dénommé Agira 2. Dans le cadre d'accords nationaux, les assureurs ont convenu de faire porter prioritairement leurs recherches sur les assurés de plus de 90 ans et sur les contrats supérieurs à 2 000 €. Cette somme définie par arrêté ministériel s'applique à l'article L. 132-22 du Code des assurances et prévoit une obligation d'information annuelle du souscripteur. La mise en place du dispositif Agira 2 nécessitait une autorisation préalable de la CNIL qui a été accordée en décembre 2008. Les premiers résultats témoignent d'une forte utilisation. Depuis septembre 2009, on recense en moyenne 1 million de consultations mensuelles, 1 662 000 pour le seul mois d'octobre 2009. Déposée moins de 2 ans après l'adoption définitive de la loi du 17 décembre 2007 et moins d'1 an après la mise en place d'Agira 2, la présente proposition de loi constitue une nouvelle étape législative. Son auteur, notre collègue Hervé Maurey, a souhaité ainsi fort justement renforcer le dispositif mis en place. Si la commission des lois et moi-même adhérons tout à fait à l'objectif visé par le texte, nous considérons toutefois qu'il intervient peut-être un peu tôt après la mise en application effective de la loi de 2007. Nous avons donc souhaité appuyer l'économie générale des mesures figurant dans la proposition de loi en prenant soin de ne pas remettre en cause l'équilibre atteint par la réforme de 2007. La commission des lois a souhaité, à travers ces amendements, d'une part, renforcer les obligations d'information des assureurs et, d'autre part, ne pas revenir sur la réforme de l'acceptation de la clause bénéficiaire. Permettez-moi d'examiner plus en détail les 4 articles que contenait initialement la proposition de loi. L'article 1 rend annuelle l'obligation de s'informer de l'éventuel décès de l'assuré lorsque celui-ci n'a pas accusé réception de la communication annuelle, à 3 reprises consécutives pour des contrats supérieurs à 2 000 €. Cette obligation a semblé trop restrictive à la Commission car elle permet d'attendre un délai de 3 ans sans accuser de réception avant que l'assureur ait obligation de procéder à la vérification du décès éventuel de l'assuré, et ce, quel que soit son âge. Depuis l'entrée en vigueur d'Agira 2, les assureurs ont déjà procédé au contrôle des contrats pour lesquels la provision mathématique était supérieure à 2 000 €, l'assuré âgé de plus de 90 ans, sans contact avec lui depuis au moins 2 ans. Nous avons jugé souhaitable d'aller plus loin, de manière plus simple et plus systématique, en prévoyant une obligation annuelle de consultation du répertoire national d'identification pour tous les contrats dont la provision est supérieure à 2 000 € et sans condition d'âge. L'article 1 impose également une obligation de recherche du bénéficiaire du contrat lorsqu'il apparaît à l'issue de la recherche que l'assuré n'est pas décédé mais qu'il n'a pas accusé réception à 3 reprises consécutives. Pour la même objection de l'odeur matérielle, nous n'avons pas retenu cette mesure. En troisième lieu, la proposition de loi propose d'imputer les frais de recherche de l'éventuel décès de l'assuré sur le bénéficiaire. Nous avons considéré qu'il était injustifié de faire peser sur le bénéficiaire des coûts dont il n'est pas responsable. Une telle disposition ouvrirait la porte à des dérives très pénalisantes pour les bénéficiaires par le prélèvement de frais injustifiés. Il appartient en outre à l'assureur de vérifier que la clause bénéficiaire du contrat a été rédigée de manière suffisamment claire pour que le bénéficiaire puisse être aisément retrouvé. La Commission a donc écarté cette disposition. Enfin, l'article 1er prévoit la publication annuelle par les assureurs d'un état indiquant le nombre et l'encours des contrats non réclamés répondant aux critères de montant 2 000 € et d'âge plus de 90 ans. Une telle obligation de transparence ne nous a pas semblé véritablement opérationnelle. Nous avons préféré créer, en insérant un article 1er bis au texte,
une obligation d'annexer au compte annuel un état des démarches effectuées au titre d'Agira 1 et 2, et là encore, quel que soit l'âge du souscripteur. Il y va de souci de transparence qu'évoquait à l'instant notre collègue Moret. À l'article 2, où des formalités lourdes et coûteuses de communication annuelle par le souscripteur à l'assureur de changement d'adresse et d'accusé de réception sont prévues, la Commission a préféré supprimer ces dispositions, là encore dans un souci de simplification et compte tenu des modifications que je viens d'évoquer, qui mettaient en place un système plus systématique. C'est le même raisonnement qui a valu à l'article 3, qui prévoyait l'intervention de tiers agréés pour la recherche des bénéficiaires. Enfin, à l'article 4, qui n'est pas tout à fait de même nature, le caractère révocable de la stipulation pour le souscripteur d'un contrat d'assurance vie en faveur du bénéficiaire du contrat nous a semblé une remise en cause très significative de l'équilibre de la loi de 2007. Voici, mes chers collègues, les grandes lignes des propositions faites par la Commission des lois. Nous avons bien entendu travaillé en étroite concertation et dans la plus grande transparence avec notre collègue Hervé Moret, dont je salue ici le travail, l'écoute et la compétence. Notre souci principal, avant d'envisager toute nouvelle disposition, était de ne pas compliquer ni alourdir les dispositifs Agira 1 et 2, déjà opérationnels et dont les effets semblent positifs. Le sujet des assurances vie non réclamées est un sujet sensible, particulièrement en un temps où l'espérance de vie ne cesse de s'allonger. Il méritait notre examen le plus attentif. En conclusion, je ne sous-estime pas le débat sur ce qu'il est convenu d'appeler les contrats non réclamés ou en déshérence. Force est de reconnaître que ces contrats sont source de suspicion quant à leur nombre, leur montant et leur origine. L'initiative de notre collègue Hervé Moret, replacée dans l'esprit de la loi 2007, a le grand mérite de dépasser ce débat en s'attachant à l'aspect pragmatique du sujet. Il s'agit en effet de réduire le phénomène en perfectionnant les dispositifs existants. Plutôt que de chercher à définir ce qu'est un contrat tombé en déshérence, nous nous sommes attachés à faire en sorte que chaque contrat finisse par trouver son bénéficiaire. Tel est l'objet poursuivi par la Commission des lois et qui a inspiré la réflexion de votre rapporteur. Je vous remercie de votre attention. La parole est à Monsieur Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation. Bonjour, Monsieur le Ministre. Madame le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, cette proposition de loi émanant d'Hervé Moret et de membres du groupe centriste me semble bienvenue. Elle est bienvenue tant les contrats non réclamés, leurs montants font l'objet de supputations et parfois de fantasmes sur cette sorte de trésor de Monte Cristo qu'il s'agirait de mettre à jour. Ce trésor, nous avons vu que, du reste, il était assez difficile à évaluer. 700 millions d'euros d'un côté, 5 milliards d'euros de l'autre. Et je voudrais tout de suite dire combien l'effort de transparence que la proposition de loi tente à mettre en œuvre, mais aussi le travail de la Commission des lois vont avoir comme efficacité première d'instaurer cette transparence tout à fait nécessaire. Car la transparence, c'est un des piliers de la confiance. En juin 2008, la profession de l'assurance publiait un baromètre de l'image de l'assurance en France. Ce baromètre montrait que pour un Français sur deux, le secteur de l'assurance est synonyme de confiance. Cette confiance m'apparaît essentielle pour deux raisons. La première, comme l'a très bien dit Hervé Moret, c'est que l'assurance vie est aujourd'hui le produit d'épargne préféré des Français. La confiance est impérative pour un produit qui concerne 22 millions de contrats et près de 41% du patrimoine financier des ménages. Il s'agit donc là d'un enjeu important de consommation auquel je suis évidemment particulièrement sensible compte tenu de mes responsabilités ministérielles dans ce domaine.
La deuxième raison est que l'assurance vie ne peut tout simplement pas exister sans confiance. Car au moment du décès de l'assuré, c'est l'assureur qui a la responsabilité de verser les sommes aux bénéficiaires. Et l'existence d'un stock, du reste difficile à évaluer, on le sait, de contrats non réclamés est un échec à cet égard. La profession de l'assurance a, je crois, pleinement pris conscience de cet enjeu qui est devenu une priorité de ses engagements déontologiques. Pour autant, la confiance n'exclut pas de réguler. Et cette régulation, elle est même indispensable, je le crois, pour renforcer cette confiance. Là encore, c'est le rôle du secrétaire d'État à la consommation que d'y veiller, avec d'autres acteurs, bien sûr. Depuis 3 ans, les pouvoirs publics, le gouvernement, a travaillé à renforcer les conditions de la confiance entre assureurs et assurés au bénéfice des consommateurs. On y a fait référence, et les orateurs précédents l'ont fait, la loi du 17 décembre 2007 constitue de ce point de vue une avancée décisive autour de 3 actions clés: l'information, le moyen donné aux assureurs de s'informer et la recherche à opérer par les assureurs vers les bénéficiaires. Informer d'abord. La loi de décembre 2007 oblige les assureurs à s'informer du décès de leurs assurés. Avant de pouvoir verser des sommes aux bénéficiaires, l'assureur doit s'informer du décès de l'assuré, c'est ce que prévoit la loi. La loi donne ensuite aux assureurs les moyens de s'informer. Depuis mars 2009, les assureurs ont accès au fichier national qui recense les décès, le répertoire national d'identification des personnes privées, ou RNIPP. La loi oblige enfin les assureurs à rechercher les bénéficiaires une fois qu'ils ont connaissance du décès de l'assuré. Toujours dans la loi de 2007, nous avons voulu réformer la clause bénéficiaire dont on a parlé pour la rendre plus juste. Cette clause pouvait se retourner contre l'assuré quand le bénéficiaire était informé de l'existence du contrat. Il pouvait alors accepter la clause, la rendant ainsi irrévocable et privant l'assuré de toute possibilité de jouir de ses fonds, le cas échéant à son insu ou contre son gré. La loi a réformé le fonctionnement de la clause bénéficiaire et l'assuré peut désormais informer sans crainte ce dernier. La sécurité des consommateurs est renforcée et informer le bénéficiaire est encore la meilleure garantie que le contrat sera réclamé au décès de l'assuré. Ces nouvelles mesures sont venues compléter la loi de 2005 qui, on le sait, permet à tout particulier qui pense avoir été désigné comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance de se le faire confirmer en faisant une demande unique à l'association Agira qui saisit à son tour l'ensemble des assureurs. Alors, parlons un peu de l'efficacité de ces dispositifs. Je crois que cette efficacité est aujourd'hui démontrée. Le gouvernement a publié en juin 2009 un rapport relatif aux contrats d'assurance vie non réclamés. En 3 ans et demi, le dispositif Agira 1 de la loi de 2005 a permis, grâce aux demandes de particuliers qui pensaient être bénéficiaires de contrats d'assurance vie, d'ouvrir 7 500 dossiers représentant 205 millions d'euros de capitaux à verser. En 2009, le dispositif Agira 2 de la loi de 2007, qui permet aux assureurs de consulter le fichier national des décès, a été, comme l'a dit Hervé Moret, fortement utilisé par les assureurs, avec plus de 6 millions d'interrogations. 6 millions d'interrogations, c'est évidemment considérable. Ces interrogations ont permis à leur tour l'identification de 14 000 décès, ce qui a entraîné le versement de 121 millions d'euros supplémentaires. Au final, grâce à ces 2 dispositifs, Agira 1, Agira 2, ce sont près de 330 millions d'euros qui ont retrouvé leur chemin en direction des consommateurs. Alors aujourd'hui, la proposition de loi présentée par le sénateur Hervé Moret nous donne à la fois l'occasion de faire le point sur Agira, ce que je viens de dire, mais aussi de parfaire les dispositifs existants. Votre commission des lois s'est livrée à un véritable travail d'orfèvre
sous l'éminente présidence évidemment de Jean-Jacques Hyest, mais aussi le remarquable travail, je veux le dire, de Dominique de Legge pour identifier à la fois les insuffisances du dispositif de 2007, mais tout en s'inscrivant résolument dans la continuité des dispositifs Agira qui sont en train de faire leurs preuves. Et c'est cela, je crois, et vous l'avez très bien dit, Monsieur le rapporteur, l'intérêt de la proposition de loi que de se couler dans les dispositifs existants qui démontrent peu à peu une efficacité grandissante. Je voulais vraiment remercier la commission des lois et son rapporteur. Le texte de votre commission va tout d'abord jusqu'au bout de la logique de la loi de 2007, en proposant d'imposer une obligation annuelle pour les assureurs de croiser leur fichier d'assurés avec le fichier national des décès. Il acte ensuite, ce texte, formellement un principe de responsabilité des assureurs, qui n'est pas démenti par la pratique observée depuis la loi de 2007 en exigeant des assureurs qu'ils publient chaque année les démarches qu'ils ont entreprises pour rechercher les bénéficiaires de contrats non réclamés, ainsi que les résultats de ces démarches. Moi, je crois que ce sont là des avancées à la fois de bon sens, qui prolongent la loi de 2007, qui sont efficaces et qui sont proportionnées. Tout cela porte la marque de l'action de la commission des lois du Sénat. C'est pourquoi le gouvernement, je le dis, sera favorable au texte issu des travaux de votre commission. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Thierry Foucault pour le groupe CRC SPG. Eh bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la proposition de loi de notre collègue porte sur une question que nous avions, dans un passé d'ailleurs relativement récent, déjà eu l'occasion de traiter. Il n'en demeure pas moins que, de temps à autre, une discussion sur l'état d'avancement et de mise en œuvre de telle ou telle disposition législative n'est pas forcément malvenue. L'assurance vie constitue un des placements préférés des Français et au-delà du flux annuel des versements réalisés par les ménages épargnants, le montant des sommes pour leur capitaliser s'avère, je dirais, particulièrement significatif. Il dépasse en effet les 1 200 milliards d'euros et, de par les choix prioritaires d'investissement réalisés par les compagnies d'assurance gestionnaires de ces contrats, cette situation amène nos compatriotes à être détenteurs d'une part importante de la dette de l'État, puisque le marché obligataire est largement sollicité par les opérateurs du secteur. Il conviendrait d'ailleurs, le moment venu, de s'interroger sur l'entourage fiscal de ce placement vedette qu'est l'assurance vie, puisque celui-ci a été profondément modifié et que les mesures tendant à restreindre les avantages fiscaux associés à la souscription n'ont pas réellement ralenti le mouvement de souscription. Toujours est-il que le succès de ce placement qu'est l'assurance vie comporte quelques contreparties qui sont moins connues, et notamment le fait que les souscripteurs ne sont pas toujours ni très jeunes, ni très fortunés, et qu'une partie des contrats capitalisés se retrouvent finalement en déshérence. Tranchons d'ailleurs d'entrée la question des montants en jeu, une question sur laquelle tout le monde peut considérer avoir raison ou avoir tort. C'est-à-dire que l'on pourrait retenir autant l'estimation basse, 800 millions d'euros selon les professionnels de l'assurance, que l'estimation haute, 5 milliards d'euros, selon certains cabinets ou associations, je dirais, spécialisées dans l'appui aux bénéficiaires de contrats à la recherche de leur capital. À vrai dire, il est sans doute difficile d'avoir une estimation précise à l'euro près, en ce sens que le suivi des contrats par les compagnies d'assurance elles-mêmes semble bel et bien souffrir d'une incapacité à retracer, à un moment donné, l'ensemble du capital des contrats en déshérence. La proposition de loi, dans ses intentions, s'est orientée d'emblée vers un renforcement des voies et moyens permettant la récupération des contrats non réclamés. Mais elle l'a fait de manière en grande partie, je dirais, peu appropriée, puisqu'il a même été question de donner aux compagnies d'assurance la possibilité d'imputer
sur le capital finalement restitué, les coûts exposés pour retrouver les bénéficiaires de la liquidation du contrat. Je constate à la lecture du rapport, comme du texte de la commission des lois, que ces dispositions ont été heureusement retirées du texte soumis à examen. Car en ces matières, il convient de garder raison. Attendu, en effet, que les sommes récupérées par les bénéficiaires sont en moyenne d'un montant réduit à un peu plus de 8 600 €, une telle démarche, pour peu que les détectives de l'assurance, aient forfaitisé leur intervention, aurait privé les bénéficiaires les plus modestement dotés d'une part importante du maigre capital à récupérer. Et, à dire vrai, le passage de la proposition de loi en commission aura au moins permis de pointer les limites fixées aux intentions de l'auteur même du texte. Ces limites tiennent en fait à l'équilibre même du texte qui tendait en réalité, c'est notre avis, à alléger les règles imposées aux assureurs pour ce qui est du suivi et de la recherche des bénéficiaires, de contrats bien sûr d'assurance vie, et à leur permettre accessoirement d'externaliser une partie de leurs coûts normaux de fonctionnement sur le dos des assurés. Car il s'agit bien de cela, la proposition de loi originale visait, sous des apparences bien sûr sympathiques, ne serait-ce qu'à la lecture de l'exposé des motifs, non pas à s'alarmer de la situation des contrats non réclamés, mais bien à donner aux assurances une plus grande latitude dans la gestion courante de ces contrats. Que voulez-vous quand on prévoit et que c'est au bout de 3 ans d'émission d'un accusé de réception infructueux qu'on décide de mettre en œuvre la démarche prévue par l'actuel cadre législatif? On laisse donc 3 années à la libre disposition des compagnies pour user et abuser des sommes en sommeil. Le texte donc adopté par la commission des lois a fixé un cadre plus pertinent pour la présente proposition de loi. Il crée notamment une obligation de résultat pour chaque compagnie d'assurance ou chaque mutuelle gestionnaire de produits de prévoyance quant à la recherche et à la détection des contrats non réclamés. Une telle orientation ne peut, me semble-t-il, que recevoir un avis favorable de la plus grande partie des membres de notre Assemblée. Il va sans dire que nous ne nous opposerons pas à l'adoption de ce texte sous la forme définie par la commission saisie au fond. Ce qui nous importe, et cela en dernière instance, est en effet que les assurés et les bénéficiaires qu'ils ont désignés puissent finalement retrouver la pleine disposition de ce qui aura été, le plus souvent pour des montants pour le moins réduits, épargnés tout au long d'une vie de travail. Merci, Monsieur le Sénateur. La parole est à Monsieur Yves Détraigne pour le groupe Union centriste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la proposition que nous examinons aujourd'hui devrait, du moins je l'espère, permettre de boucler le dispositif qui s'est progressivement mis en place depuis 2005 pour régler ce fameux problème des contrats d'assurance vie non réclamés. Comme cela a été rappelé, on estime aujourd'hui qu'il existe 22 millions de contrats d'assurance vie correspondant à environ 12 millions de souscripteurs et représentant un encours total de plus d'1,2 milliard d'euros, ce qui, si je suis bien informé, représente environ 2 fois la capitalisation boursière du CAC 40. C'est donc pas une petite. Les enjeux ne sont donc pas minces. Mais comme on sait également, un certain nombre de ces contrats ne font pas l'objet du versement effectif à leurs bénéficiaires des sommes qui leur sont dues en vertu de la volonté du souscripteur et à la suite de son décès, tout simplement parce que nombre de bénéficiaires ignorent qu'un contrat a été souscrit à leur profit et ne font donc aucune réclamation. Cela pose un problème à la fois juridique et moral. Juridique parce que l'une des stipulations du contrat, et me semble-t-il une des stipulations essentielles dans l'esprit du souscripteur, n'est pas respectée. Et moral parce que les sommes placées sur ces produits par les souscripteurs ne l'ont pas été pour rester dans les réserves des compagnies d'assurance au-delà de leur décès, mais bien
pour bénéficier à une personne qu'ils avaient eux-mêmes choisie. Cette problématique a été soulevée une première fois en 2005, ça a été dit devant notre Assemblée au travers d'un amendement dont j'étais l'auteur et qui avait été déposé au moment de la discussion d'un projet de loi d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance. Cet amendement, complété par une précision souhaitée par le gouvernement et adoptée par notre Assemblée, a instauré l'obligation pour l'assureur, lorsqu'il est informé du décès de l'assuré, d'informer le bénéficiaire d'une assurance vie de la stipulation effectuée à son profit, si toutefois ces coordonnées sont portées au contrat. C'est peu de choses, comme disait Hervé Maurey tout à l'heure, c'est bien la moindre des choses, mais encore fallait-il que la loi le dise. Le mécanisme introduit en 2005 a ensuite été complété en 2007, notamment par une disposition qui a donné aux sociétés et mutuelles d'assurance les moyens d'identifier les contrats sur lesquels ils sont tenus de verser un capital et a renforcé les obligations de moyens qui pesaient sur elles pour, d'une part, identifier les bénéficiaires et, d'autre part, verser les sommes dues dans un délai maximal d'1 mois. À la suite de ces diverses dispositions, les assureurs ont mis en place l'Association pour la gestion des informations relatives aux risques en assurance, l'AGIRA, qui a déjà été évoquée, et qui joue en quelque sorte un rôle de guichet unique pour répondre aux obligations de gestion et de recherche mises à leur charge. Et ils se sont par ailleurs engagés à procéder à des recherches sur des contrats dont l'assuré était âgé, cela a été dit, de plus de 90 ans et pour lesquels il n'y avait pas eu de contact depuis 2 ans. C'est un début, on va dire. Ce dispositif, qui va incontestablement dans le bon sens, n'est certes réellement opérationnel que depuis l'an dernier, mais on constate aujourd'hui que le fichier des personnes décédées qui en a résulté donne lieu à près d'1 million d'interrogations chaque mois. Pas tout à fait, mais pas loin. Le dispositif mis en place à partir de 2005 et amélioré en 2007 monte donc en puissance et il n'y a probablement pas lieu de modifier en profondeur ce qui se met en place. Il n'en reste pas moins vrai que le système peut être amélioré puisque l'on estime fin 2009 qu'il existait un encours de contrats non réclamés variant entre 700 millions d'euros et près de 5 milliards. Quand il y a un tel écart sur les chiffres, on peut dire qu'il y a quand même, on peut progresser, me semble-t-il. Le travail qui a été fait par la Commission des lois à partir de la proposition de notre collègue Hervé Maurey va dans le bon sens. La Commission n'a pas souhaité modifier sensiblement le dispositif mis en place en 2005 et 2007, notamment, je le disais déjà il y a 2 jours à cette tribune quand nous examinions le projet de loi tendant à renforcer les moyens de contrôle du Parlement, notamment parce qu'il faut prendre le temps de l'évaluation avant de modifier une disposition législative, mais aussi parce que l'assurance vie est un produit d'épargne attractif et que si l'on veut qu'il le demeure, il convient de lui assurer une certaine stabilité. Si elle n'a pas retenu l'ensemble des dispositions initiales de la proposition de loi, la Commission, sous la houlette de son rapporteur Dominique de Legge, a néanmoins suivi son auteur sur plusieurs des mesures qu'il proposait, telles que l'obligation annuelle de contrôle de l'éventuel décès de l'assuré, d'autant que les chiffres de consultation du dispositif que j'évoquais à l'instant montrent que les assureurs sont bien en mesure de procéder à des recherches massives sur le portefeuille de leurs clients, ou telle que l'obligation faite aux assureurs de publier annuellement un état sur les démarches effectuées pour la recherche des assurés décédés et des bénéficiaires des contrats d'assurance vie. Ces dispositions vont dans le sens d'une plus grande transparence sur la situation de l'assurance vie qui, on le voit au travers de l'approximation des chiffres que j'évoquais, n'est pas aujourd'hui des plus clairs. Cela évitera par ailleurs que se développent, comme le disait le ministre, un certain nombre de fantasmes ou de rumeurs. C'est dans le même esprit que j'ai cosigné les amendements qui ont été proposés par Hervé Maurey, qui vont dans le même sens et qui tendent à compléter l'information annuelle prévue à l'article 1er bis de la proposition. En tout état de cause, je pense que les échanges qui ont eu lieu entre l'auteur de la proposition et le rapporteur et les échanges qui ont eu lieu en commission des lois sont de nature à parvenir à un texte qui concilie au mieux transparence et efficacité. Je dirais que ce sont 2 termes qui devraient être notre ligne de conduite sur la plupart des textes que nous examinons. Je souhaite donc que nos débats de ce jour permettent d'adopter une loi qui garantisse
Cette transparence sur les actions menées pour régler au mieux les problèmes de contrats d'assurance vie non réclamés, aussi bien du côté des assureurs que du côté des bénéficiaires. Je vous remercie. La parole est à Madame Virginie Claes, apparentée socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la proposition de loi de notre collègue Monsieur Moret a pour but de s'inquiéter du sort réservé à l'épargne acquise par certains assurés qui disparaissent, tandis que les bénéficiaires désignés, eux, n'obtiennent pas le bénéfice des sommes déposées, faute de les avoir réclamées ou tout simplement faute d'en avoir eu connaissance. Nous sommes donc là face à la fois à un problème d'éthique, car il s'agit bel et bien de tout mettre en œuvre pour voir un vœu s'exaucer, le vœu de l'assuré défunt qui était de transmettre. Mais c'est aussi un problème économique, puisqu'il s'agit aussi de tout mettre en œuvre pour voir toutes ces sommes réinjectées dans le circuit économique. Le dispositif d'épargne cher aux Français, ce dispositif d'épargne cher aux Français, met en relation trois parties. Les assureurs, bien évidemment, les assurés qui sont souvent confondus dans les propos des uns ou des autres avec les souscripteurs, même si effectivement dans la réalité ils sont souvent confondus, et les bénéficiaires. Ces trois parties ont bien évidemment des intérêts soit divergents, soit pas tout à fait convergents, en tout cas différents. En ce qui concerne les assureurs, il est bien évident que leur intérêt n'est pas de reverser cet argent, mais de le conserver et de le faire fructifier le plus longtemps possible. En ce qui concerne les assurés ou les souscripteurs, il me semble qu'il ne faut tout de même pas oublier que leur intérêt, puisqu'il s'agit là d'un dispositif d'épargne, reste de conserver une certaine maîtrise de ce capital, de pouvoir éventuellement changer de bénéficiaire au gré de la vie et de ces événements, ou même éventuellement de racheter ou de récupérer tout ou partie du capital. Et c'est un point qu'il ne faut pas négliger dans nos discussions. Le bénéficiaire, bien évidemment, lui, son intérêt est de bénéficier de son droit, donc d'abord d'en être informé, puis de pouvoir l'exercer. Ça a déjà été souligné par les précédents orateurs. Nous sommes tous un peu choqués, d'abord par la non-transparence sur ces contrats en déshérence, notamment en matière de sommes. 700 millions d'euros, 5 milliards d'euros, la différence est quand même de taille. Et c'est vrai que ce manque de transparence n'incite pas, bien évidemment, à la confiance et à des relations mieux établies entre les uns et les autres. Ce qui semble anormal aussi, c'est qu'effectivement, les assureurs puissent gérer pendant 30 ans de l'argent qui ne leur appartient pas, alors que cet argent a un bénéficiaire potentiel qui simplement n'est pas informé ou n'a pas trouvé le moyen de venir réclamer cet argent qui lui est dû. Depuis 2005, pour autant, la situation a bien évolué, c'est vrai, 2005, 2006, 2007, ce sont des dates qui sont revenus assez souvent aussi dans les propos des orateurs précédents. La mise en place du dispositif Agira 1, qui a ouvert la possibilité à tout bénéficiaire potentiel de s'informer sur ses droits éventuels, était effectivement une première avancée. Les dispositions sur l'acceptation de la clause bénéficiaire, qui ne peut plus se faire à l'insu du souscripteur, qui doit se faire forcément avec son accord, qui a sans doute aussi permis d'améliorer l'information des bénéficiaires. Et puis le dispositif Agira 2, beaucoup plus récemment, sur lequel on a encore relativement peu de recul quant aux résultats, qui entraîne des obligations pour l'assureur lui-même d'interroger les RNPI et de refaire le point sur ces fichiers. On peut aussi souligner au passage des incitations fortes pour les assureurs à verser les fonds rapidement une fois qu'ils ont retrouvé les bénéficiaires, sous peine de ce que j'appelle des pénalités, entre guillemets, en tout cas des versements d'intérêts supplémentaires. Tout ça a permis d'installer un certain équilibre dont on a parlé plusieurs fois aujourd'hui, au moins en tout cas d'améliorer les choses. La proposition de loi de notre collègue Moret va dans le même sens, d'augmenter encore les avancées, de les améliorer,
notamment avec le dispositif Agir à deux, même si effectivement il faudra sans doute attendre l'avis de la CNIL, mais le fait de rendre la consultation annuelle et obligatoire par les assureurs sans attendre les 3 recommandés ou les 3 informations non revenues, qui est très importante. L'abolition de la limite d'âge aussi, ne pas s'intéresser qu'aux contrats souscrits par des personnes de plus de 90 ans, qui a été souligné, sont effectivement des avancées intéressantes. La transparence aussi, qui va être améliorée avec la publication tant des démarches faites par les assureurs que des sommes des contrats encore en cours. Autrement dit, au fil des ans, on aura un meilleur regard tant sur le stock de ces contrats en déshérence que sur le flux. Donc on aura une idée effectivement de l'efficacité des démarches entreprises par les assureurs. Donc c'est vrai que cette proposition de loi amènera certainement un mieux. D'autant plus que nous attendons avec impatience l'apparition du prochain rapport sur l'ensemble de ce dossier. Il reste pourtant quand même un petit peu des freins et des propositions qui auraient pu aller plus loin. J'ai pour ma part écouté un certain nombre d'assureurs qui sont pour beaucoup d'entre eux très proches de leurs assurés et qui m'ont suggéré certaines voies d'amélioration qu'on pourra rediscuter par la suite puisque je pense que le sujet reviendra encore à l'ordre du jour plus d'une fois. Il est dommage, par exemple, d'avoir complètement supprimé l'article 2. C'est un petit peu dommage parce que je pense que ça aurait été une bonne chose que de maintenir la communication annuelle obligatoire entre l'assureur et son assuré. Je pense que c'est toujours une bonne chose que de rappeler à l'assuré qu'il doit mettre à jour son adresse, même si on ne peut pas lui en tenir rigueur s'il ne le fait pas. Je pense qu'il est toujours intéressant de lui rappeler qu'il peut changer les bénéficiaires désignés sur son contrat d'épargne, tant qu'il n'y a pas de clause d'acceptation du bénéficiaire signée. Il est important aussi de l'informer sur le montant de son épargne, et là, une lettre simple suffisait. Donc, l'article 2, plutôt que d'être supprimé, aurait peut-être pu être un peu modifié dans ce sens-là. Sur les obligations de l'assureur, en ce qui concerne la formule de la clause bénéficiaire, il aurait peut-être été intéressant aussi de pousser les choses plus loin, peut-être au-delà de la formule classique sur les enfants nés ou à naître, ou à défaut les héritiers, autrement dit les ayants droit, pour lesquels en général il est assez facile de s'y retrouver. À partir du moment où c'est une autre personne qui est nommée bénéficiaire, il aurait pu être intéressant de faire préciser nom, prénom, ainsi que date et lieu de naissance, ce qui permettrait après de retrouver plus facilement le bénéficiaire, donc ça aurait facilité les recherches lors de la disparition de l'assuré. Sur les NPAI dont on a parlé tout à l'heure, je ne sais plus quel orateur en a parlé, mais les NPAI représentent une proportion très importante de disparition d'informations par rapport aux bénéficiaires. Aujourd'hui, les NPAI reviennent à l'assureur. Pourquoi ne pas imaginer un dispositif tel les impôts, par exemple, d'enveloppe préparée, où quand l'assuré n'habite plus à l'adresse indiquée, ça ne revient pas à l'assureur, mais ça reviendrait, par exemple, à la GIRA, qui pourrait être chargée de faire les premières recherches. Plus on recherche tôt une personne qui a changé d'adresse, y compris annuellement, et plus on a de chances de la retrouver, de la suivre, et donc de ne pas la perdre. Donc ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant et qui sera discuté. Puisqu'on parle de recherche, pourquoi, même si je pense fondamentalement que le financement de la recherche doit effectivement incomber aux assureurs, mais est-ce qu'il ne faudrait pas transférer la responsabilité du résultat de la compagnie d'assurance à un autre organisme, et pourquoi pas, par exemple, la GIRA, financée une fois de plus par les assureurs et financée à la difficulté des recherches. Autrement dit, les assureurs auraient tout intérêt dans un système comme celui-là à ce que les recherches aboutissent et vite, parce qu'on leur demanderait moins d'argent. On maintiendrait la mutualisation de ces coûts de recherche sur l'ensemble des contrats, on laisserait la charge financière à l'assureur, mais on transférerait une fois de plus la responsabilité du résultat à une autre entité qu'à la compagnie d'assurance elle-même. Sur la clause du bénéficiaire acceptant, je pense qu'il est important aussi, si on veut encore améliorer l'information des bénéficiaires, redonner peut-être un peu de droit à l'assuré, au contractant. Pourquoi lui redonner du droit? Parce que très souvent, ces contrats d'assurance, enfin très souvent, en tout cas souvent, peuvent être effectivement un contrat. C'est-à-dire que l'assurance est une garantie ou est donnée en échange d'une créance aux bénéficiaires. Dans ce cas-là, effectivement, on est bien sur un contrat avec des engagements réciproques. Il me paraît effectivement utile dans ce cas-là que cette forme d'épargne soit aussi un contrat et qu'on ne puisse pas revenir sur la clause bénéficiaire. Mais quand le bénéficiaire est simplement un récipiendaire, quand l'assuré est simplement un donneur, pourquoi ne pas lui laisser le droit de revenir sur sa décision? Donc il y a certainement là des choses aussi améliorées en matière d'obligation d'information du bénéficiaire, sans forcément qu'il y ait systématiquement cette notion de droit, de contrat, entre l'assuré
et le bénéficiaire, parce qu'effectivement, là, on ne peut plus rien changer et l'assuré ne peut plus changer d'avis en cours de route et en cours d'existence. Et pourtant, Dieu sait que la vie peut être riche de rebondissements et entraîner des changements d'orientation de l'assuré. Donc, en conclusion, le régime de l'assurance vie a beaucoup évolué depuis 2005, en avait sans doute besoin. Je pense qu'on aurait pu aller sans doute un petit peu plus loin dans les contraintes, notamment en matière de résultats vis-à-vis des assureurs, et qu'on aurait peut-être pu être un peu plus protecteur pour l'assuré en matière de conservation de droits sur son capital et sur son épargne. Je ne reprendrai pas les citations de mon collègue Moret, mais j'y adhère en tout cas sur le fait qu'il faudra certainement remettre encore le travail sur l'établi. Néanmoins, le texte tel que présenté, tel que modifié, nous semble tout de même faire avancer les choses. Donc pour ces raisons et dans l'attente de la suite des événements et notamment du prochain rapport promis par le gouvernement, nous voterons pour ce texte. Merci Madame la sénatrice. La parole est à Monsieur Jacques Mézard pour le RDSE. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, récupérer son épargne n'est pas un privilège, mais l'exécution d'un contrat selon les principes du droit civil. Monsieur le Ministre, vous avez rappelé que un Français sur deux, finalement, faisait confiance aux assureurs. Je ne pense pas que ce soit quand même un résultat merveilleux. Ça se discute, Monsieur le Président de la Commission des lois. C'est exact. Mais nous savions qu'il existe des niches fiscales très controversées. Cependant incluses dans les lois de finances, nous constatons qu'il existe des niches d'assurance à hauteur de plusieurs milliards d'euros. Monsieur le Ministre, vous avez parlé de fantasmes. J'ai même entendu Trésor de Monte Cristo. La différence, c'est que le Trésor de Monte Cristo, il a été retrouvé. Et que là, nous sommes à la recherche de quelques trésors. Donc, cette question, qui est aujourd'hui celle des contrats d'assurance vie non réclamés par leurs bénéficiaires à la suite du décès de l'assuré, est vraiment importante de par le montant considérable des sommes en jeu. Et je salue le travail de l'auteur de la proposition, de la Commission et du rapporteur sur ce texte, que nous voterons unanimement au sein de mon groupe. Ce phénomène ne devrait concerner en principe qu'une faible partie des encours des contrats d'assurance sur la vie, dans la mesure où ce type d'assurance étant utilisé comme produit d'épargne, les fonds ont vocation, dans la plupart des cas, à revenir aux souscripteurs. Cependant, le contrat d'assurance sur la vie repose sur le mécanisme de la stipulation pour autrui, et de ce fait, il ne constitue pas un simple produit d'épargne, mais également un moyen de verser au profit d'un bénéficiaire un capital ou une rente en cas de décès. Donc le texte que nous examinons prévoit un renforcement des obligations des sociétés d'assurance, et c'est une très bonne chose, pour rendre effectif le versement des sommes dues au titre de l'assurance vie, pour garantir les droits des assurés et des bénéficiaires. L'auteur de la proposition a parlé de situations scandaleuses. Et je crois qu'il a parfaitement raison. En tout cas, il y a un fort besoin de transparence et tout simplement, il faut le dire, de déontologie. Comme il le fut évoqué précédemment, c'est un phénomène qui demeure par définition difficile à quantifier avec précision, ce qui est parfaitement regrettable. Parce qu'on prend beaucoup plus de soins et il y a beaucoup plus de travail, souvent pour rechercher, dans d'autres cas, les sommes qui, éventuellement, ne sont pas utilisées ou disparaissent. S'agit-il de contrats non réclamés du fait de la non-connaissance du décès de l'assuré ou de la non-connaissance d'un tel contrat par le bénéficiaire? S'agit-il de difficultés d'identification ou de localisation du bénéficiaire? On le voit, les difficultés rencontrées nécessitent la prise en compte des spécificités de chaque cas. Et pour une large part,
Cela résulte de l'ignorance par les bénéficiaires de la stipulation faite à leur profit. En effet, l'acceptation de cette stipulation ayant un caractère irrévocable, le souscripteur hésite souvent à faire connaître son intention aux bénéficiaires, préférant la maintenir secrète pour conserver la libre disposition des sommes capitalisées. Dans ces conditions, sauf à retrouver des documents relatifs à l'existence d'un tel contrat après le décès de l'assuré, qui est généralement le souscripteur, le bénéficiaire n'est pas réellement en mesure d'en avoir connaissance. On nous a indiqué que le montant des sommes qui sont en jeu varie entre 700 millions d'euros et 5 milliards d'euros. C'est quand même pas une paille, même si en pourcentage ça paraît mineur par rapport aux 1265 milliards d'euros qui constituent l'encours de l'assurance vie, c'est quand même dire l'importance considérable du dossier, et l'enjeu juridique et financier est effectivement tout à fait primordial pour un placement qui est le placement préféré des Français. Nous considérons donc qu'il était tout à fait indispensable de compléter les dispositions actuelles sur l'assurance vie. Les deux dispositions principales, nous en partageons pleinement les objectifs, l'obligation pour les assureurs de s'informer au moins annuellement de l'éventuel décès de l'assuré, sans mettre à la charge des assurés quand même ou des bénéficiaires les coûts de recherche, ce qui eût constitué un comble, et en second lieu, l'obligation de dresser chaque année pour les assureurs un état de leur démarche, ce qui là aussi paraît la moindre des choses pour rechercher les assurés décédés et les bénéficiaires. Donc, en considération de ces éléments, nous voterons cette proposition de loi et je constate qu'il est souvent reproché aux législateurs de trop légiférer, je l'ai déjà dit moi-même plusieurs fois, et de légiférer trop souvent. En l'espèce, si le législateur est obligé de légiférer, c'est en raison des errements constatés dans le comportement des assureurs. Et je crois qu'il faut le dire très clairement parce que c'est la réalité et ça porte sur des sommes qui sont absolument considérables puisque ce sont des milliards d'euros. Alors réjouissons-nous d'avoir l'occasion de légiférer sur un tel dossier et c'est pourquoi, encore une fois, nous voterons cette proposition sur le rapport de la commission des lois à l'unanimité des membres de notre groupe. Merci, Monsieur le Sénateur. La parole est à Madame Catherine Troendle pour le groupe UMP. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, sans doute est-il devenu un lieu commun que d'affirmer que les contrats d'assurance sur la vie est le placement préféré des Français. Les chiffres sont là, comme l'a rappelé notre rapporteur, M. Dominique de Legge, pour attester de la faveur de nos concitoyens pour cet instrument financier qui, par sa souplesse, peut être utilisé tant pour préparer sa retraite que pour opérer un placement à moyen terme ou encore pour transmettre une somme d'argent en franchise de droit. Pour autant, la législation applicable aux contrats d'assurance sur la vie suscite certaines difficultés pratiques récurrentes malgré les avancées intervenues à l'occasion des lois de décembre 2005 et décembre 2007. Or, il est nécessaire d'éviter que ces difficultés ternissent la confiance qu'ont les Français dans cet instrument. C'est pourquoi le groupe UMP salue l'initiative de M. Hervé Maurey qui permet de poursuivre nos efforts pour la résorption du phénomène des contrats non réclamés par leurs bénéficiaires. En effet, trop nombreux sont encore les contrats qui peuvent ne pas être mis en exécution au décès de leurs souscripteurs, contrairement à ce qui était prévu dans la loi. La combinaison des règles juridiques et l'ancienneté des contrats d'assurance vie ont entraîné au fil des décennies la constitution d'un stock très important de contrats dits en déshérence qui sont arrivés à leur terme sans qu'aucun des acteurs en présence n'agisse. Le souscripteur ne donne plus signe de vie, mais l'assurance n'a pas la preuve qu'il est décédé,
aucun bénéficiaire ne se manifeste. Comme l'a souligné notre rapporteur, la totalité des contrats non réclamés pourrait atteindre des sommes qui, sans qu'il soit possible à ce jour d'en évaluer le montant exact, ne sont pas négligeables. Dès lors, trouver leurs bénéficiaires permettrait de dénouer ces contrats, de libérer les fonds qui s'y sont accumulés et de soutenir utilement l'effort de consommation dans la mesure où ils ne sont pas immédiatement réinvestis dans de nouveaux contrats. De ces réflexions était né en 2005 un interlocuteur unique pour les citoyens en matière d'assurance vie, l'AGIRA. Après plusieurs années d'existence, cet organisme a permis de répondre à bon nombre de demandes de versement dus. Le fonctionnement de l'AGIRA, mais aussi les travaux des compagnies d'assurance, donnent un cadre satisfaisant pour envisager, comme le propose notre rapporteur, l'obligation annuelle pour les assureurs de s'informer de l'éventuel décès de l'assuré, tout en excluant la possibilité d'imputer leurs frais de recherche sur les sommes devant revenir aux bénéficiaires. Le groupe UMP est satisfait de cette proposition. En effet, compte tenu des sommes en jeu et de la responsabilité qui incombe à l'assureur de rechercher les bénéficiaires des contrats qu'il commercialise, il est raisonnable d'écarter toute possibilité d'imputer ces frais sur les sommes versées, ainsi que la possibilité de créer une profession agréée. Enfin, il est impératif de ne pas transformer ce sujet en aubaine commerciale pour des entreprises plus soucieuses de chiffre d'affaires que de l'intérêt des héritiers qui, souvent très heureux de toucher un héritage inattendu, se laissent imposer une commission parfois exorbitante. Parallèlement, il était indispensable, comme l'a envisagé la commission des lois, de prévoir l'obligation pour les assureurs de dresser chaque année un état de leur démarche de recherche des assurés décédés et des bénéficiaires. Tout en respectant les dispositifs adoptés successivement en 2005 et 2007, la commission des lois a su maintenir l'équilibre entre respect des droits des assurés et moyens mis à leur disposition des entreprises d'assurance pour assumer leurs responsabilités entre attractivité des contrats d'assurance sur la vie et obligations qui y sont attachées, entre liberté contractuelle et contraintes légales. C'est pourquoi le groupe UMP votera cette proposition de loi. Merci Madame la sénatrice. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Sueur pour le groupe socialiste. On va vous donner 6 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, s'agissant des assurances, il ne vous étonnera pas que je dise d'abord quelques mots de la loi du 18 décembre 2008. Cette loi comporte, vous le savez, puisqu'elle a été adoptée à l'unanimité, un article sur les contrats obsèques. Et elle dispose que les sommes versées au titre des contrats obsèques sont revalorisées chaque année du montant du taux d'intérêt légal. C'est simple, c'est clair, ça a été adopté à l'unanimité par le Sénat et l'Assemblée nationale. Moins de 2 mois plus tard, Monsieur le Ministre, une ordonnance apparaissait émanant de votre ministère qui rayait d'un trait de plume cet article. Nous avons bien entendu été choqués du procédé. Et de rechef, le Sénat et l'Assemblée nationale ont revoté à l'unanimité la même disposition. Car il y avait là un usage très choquant de cette ordonnance dont je n'ai jamais su et jamais pu comprendre d'où elle venait, qui avait eu l'idée saugrenue de retirer cet article. Or, comme je suis ce sujet, Monsieur le Ministre, avec une grande attention, je constate aujourd'hui que cet article de loi n'est toujours pas appliqué. Or, il est d'application directe, aucun décret n'est nécessaire.
Vous comprendrez donc, Monsieur le ministre, que j'ai une question simple à vous poser. Monsieur le ministre, êtes-vous partisan du fait que le gouvernement doit veiller à l'application de la loi? Et qu'allez-vous faire pour que cette loi soit appliquée comme elle doit l'être? En second lieu, je voudrais moi aussi me réjouir de l'excellente proposition de loi de notre collègue Hervé Maurey. Ce texte était nécessaire. L'enjeu financier des contrats d'assurance sur la vie en déshérence n'est pas mince, puisqu'il s'agit de 1 à 5 milliards d'euros selon les sources. La proposition de loi tend à renforcer les obligations des assureurs dans la recherche des bénéficiaires de ces contrats, en rendant annuelle l'obligation de s'informer sur le décès éventuel du souscripteur, et aussi en termes de transparence sur les encours concernés, l'effectivité des recherches d'entreprise. Nous soutenons, comme l'a excellemment dit Madame Virginie Claes, cette proposition que nous voterons pour au moins 2 raisons, Monsieur Maurey. La première, qu'elle est morale, puisqu'elle tient à la volonté du contractant, l'autre économique, qui tient à l'inefficacité des sommes ainsi mobilisées. D'une part, ces sommes doivent être mises à la disposition des bénéficiaires de ces contrats conformément à la volonté des souscripteurs. D'autre part, ces sommes doivent être réinjectées dans l'économie, surtout dans les temps qui courent, pour participer au développement de l'activité et de notre économie. Je veux saluer les amendements apportés par la Commission des lois. Monsieur le rapporteur, je crois que ces amendements sont tout à fait positifs. Et je rappelle en cette circonstance notre accord, Monsieur le rapporteur, avec la suppression de l'article 4 de la proposition initiale, qui aboutissait, même si telle n'était pas l'intention de Monsieur Maurey, mais qui aboutissait à défaire l'équilibre défini par la loi du 17 décembre 2007. L'équilibre implique que l'acceptation par les bénéficiaires qui rend l'accord de celui-ci obligatoire pour tout rachat ou modification ne peut se faire qu'avec le consentement du stipulant. Et la libre révocation par le souscripteur de l'acceptation par le bénéficiaire, qui était prévue par le texte initial, ouvrait en effet la porte à une requalification en simple contrat de capitalisation du contrat d'assurance sur la vie. Nous pensons que la transparence est toujours bonne, sauf dans quelques domaines. Nous ne sommes pas pour l'abolition du secret défense, encore que quelquefois il soit très facilement invoqué et trop facilement invoqué. Et à cet égard, il nous paraît sage que l'on puisse connaître quels sont les contrats qui n'ont pas été honorés, qui n'ont pas été réclamés après la mort du défunt, de la personne qui a cessé de vivre, et aussi quels sont les encours en cause. Et c'est pour prolonger l'action dans ce sens que nous avons déposé, Monsieur le ministre, un sous-amendement. Il nous paraît simple, clair, transparent, bénéfique, que finalement on puisse savoir chaque année, que chaque compagnie d'assurance ou chaque organisme compétent puisse chaque année dire combien il y a de contrats qui n'ont pas été réclamés et quelle somme, quel encours cela constitue. Voilà la proposition complémentaire que nous nous permettrons de faire, tout en soulignant à nouveau, comme l'a fait Virginie Claes, combien ce texte est positif. Merci, monsieur le sénateur. La parole est à Madame Catherine Procaccia pour l'UMP. Bonjour Madame la Présidente. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, lorsque mon assistante m'a signalé qu'un texte sur les contrats d'assurance vie était inscrit à l'ordre du jour ce jeudi 29 avril,
je me suis demandé pourquoi. Et encore. Encore et pourquoi, puisque le Sénat a été, dans ces dernières années, à la pointe dans ce domaine. Et je n'ai pas le sentiment que sous la houlette de Philippe Marigny en 2005, sur la DDAC, ni sous celle de Jean-Jacques Hyest en 2007, nous ayons mal travaillé, bien au contraire, et j'associe à ces travaux notre collègue Yves Dutraigne, puisque tous les deux, nous avons été là au cours de ces années. Non seulement nous avons réellement fait avancer les choses, en assurant une réelle information des assurés, mais surtout nous avons créé les bases durables et efficaces qui permettent dorénavant aux assureurs d'accéder aux fichiers des personnes décédées, ce qu'ils ne pouvaient pas faire jusqu'en 2009. Sans cet accès, je ne vois pas comment les assureurs pouvaient découvrir qu'un de leurs assurés était décédé, sauf peut-être s'il avait dépassé les 110 ans. D'ailleurs, je doute que les banques se posent ce type de questions si un compte est sans mouvement. Elles ne bougeront que lorsque le compte sera découvert, ce qui m'amène à me demander, mais à vous demander aussi, Monsieur le Ministre, ce qu'il devient des sommes des comptes bancaires ou de ces livrets d'épargne que nous offrons à la naissance des enfants, même si les sommes sont peut-être plus faibles qu'en assurance vie, y a-t-il une procédure en ce domaine? En lisant le rapport de notre collègue Dominique de Legge, j'ai été rassurée. Il ne remettait pas en cause le travail législatif antérieur qu'il connaissait parfaitement lui aussi et s'était interrogé sur l'opportunité de modifier un système récent qui commence tout juste à être opérationnel. Hervé Moret a souligné son pragmatisme, je m'y associe parce que je crois qu'en matière d'assurance, que ce soit vie ou autre, il faut plus de pragmatisme que d'idéologie. Les contrats en déshérence sont un sujet médiatique qui fait facilement la une des journaux. Ils sont notre monstre du Loch Ness, notre Nessie. Il y aurait des millions, voire des milliards d'euros ignorés par des bénéficiaires qui dormiraient comme au fond du lac. Mais pour l'instant, ces millions ou ces milliards, personne ne les a vus. Et le monstre du Loch Ness n'est peut-être qu'un gros saurien qui nous fait rêver. N'aurions-nous pas, quelque part, un oncle ou une cousine richissime dont nous serions l'héritier et qu'un gentil généalogiste va nous retrouver et nous avertir? Les assureurs ne sont pas irréprochables, car avant ce XXIe siècle, peu se sont préoccupés de ces contrats dormants avant nos interventions législatives. Mais les assurés ne le sont pas non plus. Et je veux profiter de cette tribune pour faire part d'un avis tout à fait personnel. Et de mon étonnement, parce que nous faisons preuve de beaucoup de sollicitude vis-à-vis de personnes qui finalement ne se préoccupent pas du capital qu'ils placent et qui leur apportent des intérêts. Pour ma part, moi qui souscris depuis que j'ai commencé à travailler, je sais, même si ces sommes ne sont pas de 2 000 €, où elles sont et qui en est les bénéficiaires. Je trouve que c'est quand même faire preuve de beaucoup de négligence. Et si certains assurés sont trop vieux pour se souvenir qu'ils ont souscrit des contrats, tous ne peuvent pas être dans ce cas. Notre collègue Hervé Moret me paraît donc avoir été bien confiant en croyant qu'un courrier pourrait faire bouger ces négligents. J'approuve donc la sagesse de la Commission qui a supprimé la référence à un accusé de réception, car une non-réponse aurait été plus souvent due à la négligence qu'au décès et aurait été lourde de coûts de gestion pour nous, les assurés. C'est pourquoi j'aimerais avoir des précisions sur les dispositions que la Commission a intégrées à l'article 1 concernant la recherche annuelle. Qui va fixer les modalités pratiques de cette recherche? Sera-t-elle obligatoire dans tous les cas, même si l'assuré a eu un contact dans l'année pour de l'auto ou pour de l'habitation avec une banque, avec son assureur, ou si la banque auprès de laquelle a été souscrite l'assurance vie, ce qui est la majorité des cas de l'assurance, gère aussi des comptes bancaires de la personne. Je sais que les assureurs, monsieur le rapporteur, ont accepté cette procédure. Mais il faut être lucide, ce sont nous, assurés, qui paierons les frais de cette gestion supplémentaire. Alors autant la limiter aux seules personnes qui ont eu aucun contact avec l'entreprise gestionnaire. Pourriez-vous, ou l'un ou l'autre, m'apporter des précisions sur ce sujet? Et comme je suis fidèle à mes convictions, que j'ai, mais vous le savez, chers collègues de la suite, dans les idées, je regrette que la Commission n'ait pas retenu 2 éléments de la PPL de notre collègue Hervé Moret, car ces dispositions, je les avais défendues en 2005 ou en 2007. La première concerne la communication obligatoire annuelle du souscripteur du contrat d'assurance vie. Lui rappeler qu'il doit informer son assureur de son déménagement
et qu'il peut modifier ou compléter la clause bénéficiaire faciliterait bien les choses. Il me semble cependant que les assureurs pourraient d'eux-mêmes prendre cette initiative qui permettrait de tenir à jour leurs fichiers. Il suffit peut-être, Monsieur le ministre, de leur suggérer avec insistance. La seconde concerne le caractère irrévocable de l'acceptation de la clause bénéficiaire. Certes, depuis la loi de 2007, les assurés sont maintenant clairement prévenus si leur contrat est accepté et peuvent le refuser, mais en mesurent-ils toujours les conséquences? Ce principe me paraît contraire à tout ce que nous votons pour améliorer la protection de l'assuré et me paraît dépassé à un siècle où un mariage sur 3 se termine par un divorce, où une libéralité accordée à l'âge de 30 ans peut vous contraindre pendant 50 ou 60 ans, eu égard à l'allongement de la durée de la vie. Je continue donc, mais maintenant nous sommes deux, à contester l'existence de cette clause dans les contrats d'assurance vie. C'est la fin de cette séance. Merci de l'avoir suivie. Pour la revoir, notre site internet publicsénat.fr. Bonne journée à tous sur Public Sénat.